Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors vous avez fait vos débuts en politique aux côtés de Philippe de Villiers dans les années 80, avec qui vous vous êtes lancé dans l'aventure du Puy du Fou. Exactement. Exactement. Avant de rompre quand même avec lui, en 2009, un an plus tard, vous lui succédez à la tête du Conseil général de Vendée et vous rejoignez l'UMP, l'ancêtre de LR. Vous présidez depuis 2014 le groupe Les Républicains au Sénat. Vous êtes devenu l'un des ténors de la droite en dépit de votre échec en 2022 face à Éric Ciotti dans la course à la présidence de LR. Alors, une question, Bruno Retailleau, un peu personnelle. Est-ce que c'est juste de dire que vos racines vendéennes comptent pour vous, comptent beaucoup pour vous, qu'elles sont essentielles dans votre engagement et dans votre cheminement politique? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr qu'elles sont essentielles. Elles sont essentielles parce que très vite et très tôt, j'ai grandi avec cette idée d'avoir une forme de dette vis-à-vis de la communauté humaine qui m'avait fait naître, dans laquelle j'avais grandi, et que je voulais absolument rembourser en quelque sorte cette dette. Je suis engagé... Donc la communauté humaine, la communauté vendéenne. Vendéenne, bien sûr. Au sens large du terme. Et la Vendée m'a beaucoup appris. Elle m'a appris le prix d'attachement à nos racines. On n'est pas des fleurs artificielles, on est des plantes qui sont bien réelles, qui ont besoin de racines. La Vendée m'a aussi appris d'abord le fait que les succès économiques n'ont pas de ressort matériel, mais plutôt immatériel. En clair, ce qui gouverne l'économie, ce sont des valeurs. Voilà. L'esprit du travail, la conscience professionnelle, la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est aussi une des forces de la Vendée et c'est aussi un levier de compétitivité. Et ce que la Vendée m'a appris aussi, c'est un mécanisme totalitaire. La terreur, évidemment, avec un certain nombre... Donc la terreur 1793, 1793, bien sûr, et notamment avec le bourreau que fut Robespierre. Ouais. D'ailleurs, au passage, ce sont les mêmes qui révèrent aujourd'hui Robespierre, qui sont tentés de relativiser... On parlera des Robespierre d'aujourd'hui. Bien sûr. On va rester sur la Vendée. D'abord, qu'est-ce que représente, vous l'avez un peu dit, que le bocage vendéen pour vous? Mes racines, mes paysages, les visages que j'aime. Et vous avez qualifié, Philippe de Villiers, le Vendéen aussi, vous avez qualifié votre relation avec lui de relation affective. Pourquoi vous avez rompu avec lui en 2009? Alors j'ai rompu pour des raisons à la fois politiques et personnelles. C'est mon jardin secret et je ne me suis jamais étendu là-dessus. Je le respecte. Ce que je veux dire, c'est que je ne regrette rien, que le Puy du Fou a pour moi été une aventure fantastique et j'invite vos auditeurs... Combien d'années? À 30, un peu plus de 30 ans au Puy du Fou et 25 ans comme metteur en scène, absolument bénévole, vraiment. Qui est une réussite même internationale. C'est une réussite nationale et internationale, vraiment. Et ceux qui n'y sont pas allés, ils doivent y aller. On va reparler de la Vendée, mais quand même une question. Philippe de Villiers, il vous a empêché de devenir ministre en 2009. François Fillon, vous voulez faire de vous son ministre. Oui. C'est un manque pour vous? Non, je m'en suis bien remis. Franchement, je m'en suis bien remis. Et heureusement d'ailleurs, parce que pour moi, la vie, l'engagement politique, c'est pas une carrière, c'est pas des postes. C'est au service des Français. Oui, puis ce sont des convictions qu'on essaie de servir. Et on va parler de vos convictions. Vous parliez de la terreur. Est-ce qu'il faut parler d'un génocide en Vendée pendant la terreur après la Révolution? Alors c'est un thème... Parce qu'il y a un débat, il y a une polémique. Il y a un débat, bien sûr. C'est un thème que je n'utilise pas. D'abord, je suis un homme politique et je pense que c'est aux historiens de le qualifier. Je parle plutôt de populicide. C'est un terme que Gracchus Babeuf a inventé. Gracchus Babeuf, c'est en quelque sorte le premier communiste français. Il fait, dans les années 1790, un livre qu'il intitule justement le populicide vendéen. Il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des enfants, des nouveau-nés cloués comme les chouettes jadis sur les portes des granges, des femmes éventrées, des femmes enceintes éventrées. Il y a eu toutes sortes de massacres de masse, bien sûr. Je fais très attention. En tout cas, je ne veux pas nourrir en tout cas le récit victimaire. Et je ne demande pas de repentance, je demande une reconnaissance. Une reconnaissance, ça reste dans la mémoire des Vendéens. Ça reste profondément ancré dans la mémoire des Vendéens. J'ai eu un grand avantage d'avoir comme professeur à Sciences Po d'histoire François Furet, qui a écrit un très très beau livre, un des plus grands livres sur la Révolution française. Historien. Extraordinaire. Et il avait cette phrase, et au bout de 2 siècles, on ne peut pas laisser la Vendée seule avec son malheur, disait-il. On a beaucoup payé. En 1993, il a été impossible de réfléchir sereinement sur ce sujet. Non, bien sûr, parce qu'en 89, je crois que les Vendéens, comme tous les Français, ont rempli des cahiers de doléances. En 1789. En 1789. De 1993. Voilà. Et 1793, c'est la dérive terroriste. Et c'est une matrice totalitaire qui prétend refonder par une ingénierie sociale un homme nouveau.
détaché totalement de ses racines, tabula rasa, avec Robespierre et les autres, et on utilise un instrument de terreur, on crée une matrice qui va devenir ensuite une matrice totalitaire. Il faut savoir que Lénine, dans les années 20, répétait souvent « il me faut des Vendées » pour alimenter un processus révolutionnaire et terroriste. Alors, cette émission, vous savez, elle s'appelle Les Enfants de la République. Qu'est-ce que représente la République pour vous? Elle représente beaucoup. J'ai d'abord aimé la France, en même temps que la République. D'abord la France ou d'abord la République? Et aujourd'hui? Pour moi, les deux se confondent. Pour moi, les deux se confondent. Je ne suis pas comme Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, l'histoire de France ne commence pas en 1793. Nos Rouen en fait la France. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, bien sûr, je distingue la France et la République. La République, c'est le régime, bien sûr. Mais le régime s'est complètement identifié à la France à travers deux principes qui me tiennent beaucoup à cœur. Le principe de l'unité, l'indivisibilité de la République, résume, parce que nous ne sommes pas un pays fédéral, nous sommes un pays unitaire. Et puis, il y a aussi cette visée universaliste. La visée républicaine, universaliste, c'est aussi, en réalité, l'ADN de la France. Ouais, prendre soin du monde. C'est quelque part le modèle français. Hein. Ouais, mais vous savez, Peggy avait une très belle phrase que souvent le général de Gaulle aimait répéter. Notre République, la République, notre royaume de France. Et Napoléon, c'est une phrase qu'on connaît beaucoup moins, il avait l'habitude de dire « Je suis de tempérament monarchiste et d'esprit républicain ». Il est devenu empereur. Et il est devenu empereur. Il est devenu empereur. Il est devenu, je me souviens, Barrère disant à la Convention, méfiez-vous d'un général victorieux. Et il a en quelque sorte réconcilié la Révolution. Il a été porté le drapeau bleu-blanc-rouge aux frontières et au-delà des frontières de la nation. Et en même temps, il s'est couronné. C'est une forme de réconciliation. Il a prétendu récapituler, si j'ose dire, les deux régimes. Le régime d'avant 89-10 et le régime ensuite, régime monarchiste et républicain. Méfiez-vous des généraux victorieux. Il fallait se méfier du général de Gaulle. Non, il ne fallait pas s'en méfier. C'était un de nos très, très grands hommes. Alors, vous assumez aussi comme catholique pratiquant? Oui, absolument. Oui. La religion, votre foi, ça compte pour vous, Bruno Retailleau? Écoutez, ça compte à titre personnel, à titre intime. C'est plutôt pour moi d'ailleurs une forme d'intranquillité parce que quand vous croyez à quelque chose, vous avez un idéal. Et cet idéal, en réalité, est un étalon de mesure. Et vous voyez bien que vous êtes très loin de l'idéal. Donc c'est une forme d'aiguillon, d'intranquillité. En revanche, je suis parfaitement laïque et les prises de position que je fais, je pense que beaucoup d'autres Français, y compris ceux qui ne croient pas au ciel, peuvent y parvenir. Justement, tout pareil. C'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi la laïcité pour un croyant? Qu'est-ce que représente la laïcité pour vous? Est-ce qu'il faut, par exemple, toucher à la loi de 1905? Oh, surtout pas. Surtout pas. Il faut garder la loi de 1905. C'est notre patrimoine. C'est devenu même notre ADN. Vous savez, le rendez à César ce qui est à César. C'est une phrase fondatrice, finalement, de cette laïcité. Mais je pense qu'aujourd'hui, jamais, depuis des années et des années, la laïcité a été autant attaquée en France. Il y a deux aspects sur la laïcité. Il y a un aspect qu'on connaît, c'est-à-dire que l'État, bien sûr, la loi de 1905 ne saurait subventionner aucun culte. C'est la liberté religieuse, neutralité de l'État. Mais il y a aussi une contrainte qui s'impose aux concitoyens, qui a été formulée, que j'ai repris pour la faire voter dans une proposition de loi constitutionnelle avec Philippe Bas au Sénat. C'est-à-dire que personne ne peut se prévaloir de ses origines, de sa religion, pour échapper à la règle commune. Alors, il y a les deux versants. Il y a le problème quand même, avant 1905, il y avait des églises, il y avait aussi des synagogues, il n'y avait pas beaucoup de mosquées. Il y a le problème du financement des mosquées aujourd'hui. Ah non, mais c'est impossible. La loi de 1905, pour moi, n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. Certes, elle a arrêté un certain nombre de ses compteurs, mais c'est notre histoire. Et aujourd'hui, quiconque voudrait faire des accommodements déraisonnables avec cette loi 1905, d'abord, attaquerait pratiquement la Constitution, parce que beaucoup de ces articles sont en quelque sorte désormais constitutionnalisé, mais surtout déchirerait le pacte national, le pacte républicain. Alors, retour sur votre parcours, Bruno Retailleau. Pourquoi on se lance en politique? Pourquoi vous vous êtes lancé en politique? Et pourquoi donc vous avez fait toute cette carrière en politique? Je me suis lancé en politique. Mon papa était maire de la petite commune qui faisait 800 habitants où j'habitais. Je me souviens bien. Saint-Malo-du-Bois. Il était médecin, non, pas du tout. Il était marchand de grains. Marchand de grains. Marchand de grains, comme mon grand-père. J'ai fait une confusion. Et très tôt, moi, j'ai été habité par un sentiment de reconnaissance, de gratitude. Et je m'étais dit, voilà, il faut que je rende tout ce que j'ai pu recevoir. Et j'ai fait Sciences Po. Mon objectif à l'époque, c'était la préfecture, vous voyez. Ah oui, et vous vouliez être préfet?
Oui, voilà, exactement. Mais je suis tombé dans les années de la décentralisation. On avait créé des commissaires de la Quelque part, République. Vous avez une tête de préfet. Hein. Je ne sais pas. Mais on m'a dit, d'ailleurs Philippe de Villiers notamment, me dit non, mais le métier de préfet désormais c'est terminé. Mais pourquoi préfet? Parce que la décentralisation, le préfet était censé en fait ne plus servir à rien. Et vous êtes devenu président du Conseil général. Voilà, exactement. Non, mais je me suis engagé d'abord pour ma petite Vendée, ma petite patrie, Charnel. Voilà, et aussi pour la France. Je disais que j'étais cavalier, j'ai fait l'école d'officier de réserve, à Saumur d'ailleurs. C'est là que j'ai connu un autre frère de Villiers qui s'appelle Pierre de Villiers, qui était chef d'état-major. Vous avez rompu avec toute la famille ou pas? Non, pas du tout. Et c'était un grand chef d'état-major de notre armée française. Mais ce désir d'engagement, je l'ai ressenti assez tôt, comme étant de l'ordre du remboursement d'une dette acquise. Dette acquise. Autre question, est-ce que les hommes politiques peuvent tout dire, Bruno Retailleau? Peuvent plus dire que les préfets, par exemple? Non, mais bien sûr qu'on a une liberté de parole. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est terrible, on sent bien une chape de la police de la pensée qui est en train de retomber sur un certain nombre de plateaux, sur un certain nombre de médias, et je le vois bien. Vous le voyez bien. Alors justement, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en juillet, après les émeutes, oui. Hein, vous vous souvenez, et vous aviez fait un lien entre les violences urbaines et l'immigration. En parlant, je vous cite à propos des émeutiers, d'une sorte de régression vers les origines ethniques. À l'époque, À l'époque, il y avait tout un tas de critiques violentes contre vous. De LFI. Mathilde Panot avait parlé de racisme crasse. 3 mois après, vous assumez ou vous regrettez cette déclaration? J'assume. Et vous dites quoi? Ce que j'ai voulu caractériser, c'est un phénomène qui est dramatique. C'est ce phénomène où des jeunes qui sont issus de la 2e, 3e génération de l'immigration, donc ils sont français, hein. Totalement français. Ils sont totalement français. Repartent vers leurs origines dans un repli communautaire et dans un repli communautariste. Et on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous dites régression vers les origines des trucs. C'est ça qui a choqué certains. Oui, j'aurais pu dire repli communautaire. Ouais. Mais je me souviens... Vous regrettez d'avoir dit ça? Non, mais je regrette jamais rien. Non. Je veux dire que j'ai essayé de caractériser une situation. Jérôme Fourquet, d'ailleurs, l'a dit dans des termes différents des miens. Il a simplement dit qu'il y avait une superposition de la carte des émeutes et de la carte de l'immigration. Qu'est-ce qui a été attaqué pendant les émeutes? C'était les symboles de la République, c'était les écoles, c'était les mairies. Il y a eu une révolte à la fois territoriale pour la prise de territoire, y compris avec les dealers, la drogue, etc. Mais c'était beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France, alors? Que la France va très mal. Et qu'on a des territoires... La France des quartiers, la France des banlieues, bien sûr, la France des... Mais bien sûr, tous ces territoires qui sont abandonnés et qui sont désormais territoires perdus de la République. Hein? Pas seulement perdus de la République. Je reprends l'expression du livre de Bernard Rouget, qui sont parfois, et trop souvent, conquis par l'islamisme. Conquis par l'islamisme. Oui, bien sûr. Et les émeutes, c'est ça. Ça n'est pas que cela. Ouais. Mais cette donnée-là, elle est importante. Vous savez, Thierry Henry, je me souviens, perd dans les années 2000 le match, enfin, ne perd pas d'ailleurs, mais il y a le match entre l'Algérie, absolument. L'Algérie, il y avait France-Algérie. Et vous vous souvenez, il y a la Marseillaise qui est conspuée, les drapeaux, etc. Et ensuite, Thierry Henry, interrogé par un journaliste, dit « Ce soir, nous avons joué à l'extérieur. » Voilà. Et vous dites ça aujourd'hui? Ça veut tout dire. Non, mais il avait raison de le dire. Non, mais quand vous regardez certains matchs, il a raison de le dire. Bien sûr, il avait raison. Et on observe aussi ce genre de phénomène. C'est-à-dire, donc la grande question. Précisez les choses. Ce genre de phénomène où? Dans les stages, dans les mairies? Le phénomène où le drapeau algérien, marocain et tunisien est brandi plutôt que le drapeau français. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça vous choque? Parce que bien sûr que ça me choque. Mais c'est une faillite, c'est un fiasco de notre assimilation républicaine. Or, c'est là que je veux dire quelque chose. C'est que pour moi, le modèle républicain ne reconnaît aucune origine. On n'est pas français à mesure de la couleur de la peau, à mesure de sa croyance, de l'extraction sociale. On est français, voilà, parce qu'on aime la France. Et ce repli communautariste, c'est l'anti-modèle républicain. Alors la loi immigration, puisqu'on parle, on parle un peu de ça, Bruno Retailleau arrive le 6 novembre au Sénat. 6 novembre, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Même dans 10 jours. Le Sénat va débattre de ce projet de loi, donc à partir, dans quelques le jours. 6. Le 6, c'est ça, oui. Est-ce que le contexte de la résurgence du terrorisme en France et aussi ces massacres du Hamas en Israël dont on parlera un peu plus tard change la donne, va changer la donne? Mais je l'espère. Pourquoi? Mais j'espère. Tout simplement parce que on voit bien que l'assassin, le terroriste islamiste, qui a assassiné sur le sol de la République, sur le sol sacré de l'école républicaine, Dominique Bernard, le professeur de français. Arras. Eh bien, Arras, dans ce lycée d'Arras, il a été assassiné
par un étranger qui aurait dû être expulsé, qu'on n'a pas pu expulser parce que nos lois sur l'immigration sont totalement laxistes et les règles sont totalement affaiblies par les multiples exceptions. Parce qu'il était arrivé sur le territoire en France avant l'âge de 13 ans, il était inexpulsable. Vous faites un lien entre terrorisme et immigration? Mais je fais un lien entre le chaos migratoire, bien sûr, et aussi le terrorisme. Regardez ce qui s'est passé quelques jours après en Belgique. Il y a 2 Suédois qui sont tués par un terroriste dont on a appris ensuite qu'il s'était infiltré par Lampedusa. Et regardez les attentats en Europe de 2015. On a suivi maintenant, on sait par où sont arrivés un certain nombre, pas tous, puisqu'il y avait malheureusement des terroristes qui étaient français, mais d'autres venaient de Donc, l'étranger. lien entre terrorisme et immigration, est-ce que vous faites un lien entre immigration et insécurité? Mais bien sûr, même, je vais vous dire, Parce qu'il y a même M. Darmanin le fait, et même le président de la République l'a établi. Et donc, donc cette loi, donc à partir du 6 novembre au Sénat, qu'est-ce que vous en attendez? Il y a au centre du débat le maintien ou non de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs issus des métiers en tension. Vous y êtes favorable ou pas? Pas favorable parce que je pense que... Est-ce que c'est un niet ferme et définitif, ou est-ce que vous pouvez vous accommoder de la proposition que fait Elisabeth Borne, c'est-à-dire de passer par un décret réglementaire? Je vais expliquer les choses. Ouais. Aujourd'hui, les Français en ont marre. 75%, les 3/4 des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. L'immigration en France n'est pas une chance. Moi, ce ni que je veux pour la savoir, France. c'est ce que vous pensez, vous. L'immigration, donc c'est pas une chance pour la France. Non, ça n'est pas une chance. Pour la France, on a un chaos migratoire et ce chaos migratoire, on doit le maîtriser. On ne le maîtrisera qu'à la condition qu'on arrête les pompes aspirantes. Les pompes aspirantes, c'est quoi? D'autres que moi l'ont décrit. Très, très bien d'ailleurs. Didier Lesky. Il se trouve qu'il est le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc, qui était un collaborateur de Jean-Pierre Chevènement pour préciser. Exactement, mais il est quand même le patron de l'Office français de l'intégration, de l'immigration. Et il a écrit un livre, un petit livre de 45 pages, où il dit, voilà, on a le système le plus avantageux pour l'internaturalisation, sur le regroupement familial, sur le droit d'asile. Non, mais là, Didier Lesky dit ça. Eh bien, moi, ce que je veux savoir, l'article 3, c'est ce que vous en pensez, vous. L'article 3, il est nocif. Pourquoi? Parce qu'on continue à ajouter aux autres pompes aspirantes une nouvelle pompe aspirante, puisque un immigré clandestin entré en France sur le territoire français par le biais de la fraude aurait un droit automatique, un droit opposable, pour peu qu'il prouve qu'il est dans un métier, attention, à régularisation. Régularisation massive. Ça représente, d'après ce qu'on nous dit, 7000 personnes par an. Faux, c'est faux. Non, c'est absolument faux. On nous dit ça, hein? Non, ce que l'on vous dit là, c'est actuellement le régime, qui est un régime à la main des préfets, qui est un pouvoir discrétionnaire par ce qu'on appelle l'AES, l'admission exceptionnelle de séjour. C'est le préfet, un droit de dire oui ou de dire non, ça dépend de lui. Il va juger de l'emploi, mais il va juger aussi de la capacité à s'assimiler, à s'intégrer l'individu, ce qui change tout. Et là, effectivement, les AES, il y en a 7000. Mais si vous faites ce que M. Darmanin voudrait faire dans l'article 3, mais alors là, il y en aurait des dizaines de milliers. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. Vous dites c'est une pompe aspirante. Mais non, mais c'est une pompe aspirante. C'est-à-dire que si demain, avec certes quelques conditions, mais qui, pour moi, ne seront pas infranchissables, si demain, tout clandestin a un droit qui est un droit automatique à la régularisation, c'est terminé. Parce que on abdique toute volonté de maîtriser nos frontières. Votre homologue du groupe Union Centriste, Hervé Marseille, qui était l'invité de Radio J la semaine dernière, dit « Moi, je voterai l'article 3 ». Ah ben, il ne va pas vous bloquer? Ah ben, moi les choses sont... S'il vote pour l'article 3, vous n'arrivez pas à... Oui, parce qu'avec la gauche, j'imagine qu'il aura une majorité pour garder l'article 3. Ouais. Dans ces conditions, nous ne voterons pas le texte. Dans ces conditions, le groupe LR votera contre l'ensemble du texte à la sortie du Sénat. Il est probable que du coup, il n'y ait pas de texte qui sorte du Sénat. Il est hors de question de tricher avec les Français. Cette loi, il y en a eu en plus de 20 ans, une vingtaine, qui n'ont rien changé. Il est hors de question de tricher avec les Français. Donc si Hervé Marseille, son groupe Union Centriste, s'allie avec la gauche et Renaissance pour voter cet article, LR... admettons qu'il soit voté, c'est votre hypothèse de travail. Donc il est, dans le texte. On votera à la fin contre le texte. Et vous pourriez voter une motion de censure contre ce texte ou pas? Non, parce que... Enfin, c'est pas vous au Sénat, c'est à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée qui est... Je fais très attention. Et il y a des divergences parfois entre moi, je pense que sur ce texte... républicain à l'Assemblée. Je pense que sur ce texte-là, si le gouvernement veut tricher, veut ruser avec les Français, veut faire semblant pour préserver son aile gauche en disant, voilà quelques mesures de fermeté. Et voilà quelques mesures, au contraire, d'humanité. Si le gouvernement veut tricher, alors il faudra le sanctionner. Et je pense que le dépôt d'une motion de censure serait parfaitement compréhensible. Mais ça appartient à mes collègues
députés. Et donc, si Elisabeth Borne vous dit in fine, et donc Gérald Darmanin, il n'y aura pas d'article 3, mais un décret réglementaire. Alors, Pour les s'il métiers n'y en a pas tension. d'article 3, c'est-à-dire s'il n'y a pas un droit opposable, un droit automatique à la régularisation, très bien, on continuera le texte. Mais nous, on a autre chose. On a la suppression de l'aide médicale d'État. On a... On vous dit non, on vous dit non. Hein, aide médicale d'État supprimée, on vous dit non. Ah bah là on ne pourra pas voter. Si on dit non, si on nous dit non à toutes les mesures de renforcement du texte, il ne peut pas être voté. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a un préalable, l'article 3. Très bien. Après, Et ensuite, on présentera une vingtaine d'amendements. Si tous ces amendements sont refusés, évidemment qu'on ne peut pas voter le et texte. si quelques amendements sont acceptés, Vous savez, en est-ce Vendée, que c'est tout ou rien, ou est-ce qu'il peut y avoir une négociation c'est et un à la accord fin global de la foire qu'on compte les bouses. Ouais, Il y a des amendements qui sont des amendements, comment dirais-je, beaucoup plus lourds que d'autres amendements. Des amendements dont on sait qu'ils peuvent radicalement changer les choses, d'autres qui sont pas de la même force. Lesquels, par exemple? Alors, ce qui peut changer, par exemple, les choses, on va présenter un amendement qui va supprimer toutes les exceptions qu'il y a actuellement à la règle de l'expulsion des étrangers. Moins de 13 ans, 20 ans en France. On a tellement troué d'exceptions cette règle-là qu'il n'y a plus du tout de règles, il n'y a que les exceptions. Et c'est à peu près ce que... Il y en a plein d'autres. Et c'est à peu près ce que pense aussi Gérald Darmanin. Mais le problème, je pense que oui, mais le problème est que lui est tenu par sa majorité. Et sa majorité, il y a une aile droite et une aile gauche. Alors Éric Ciotti, il propose de diviser par 2 les subventions accordées aux associations pro-migrants. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On précise les choses. Sur le milliard d'euros versés annuellement par l'État aux associations centrées sur ces sujets, donc Ciotti demande la suppression d'une enveloppe de 500 millions d'euros par an et 300 millions sur les structures concernées par les thématiques immigration et asile. Ah, il a raison. Il a raison? Il a raison parce que il y a des associations... plus 200 millions pour celles agissant sur les problématiques d'intégration et d'accès à la nationalité ce travail, on est en train de passer au peigne fin toutes les associations qui reçoivent de l'État ou bien des subventions, écoutez-moi bien, ou bien qui sont financées pour des missions de service public, notamment vis-à-vis de la politique migratoire. Vous ne trouvez pas ça bizarre que l'État subventionne pour la politique migratoire des associations qui pensent l'inverse de la politique migratoire? Est-ce que ça veut dire que ça fera partie de vos amendements? Non, parce que ça, c'est dans le PLF. C'est dans le budget. Exactement. Est-ce que vous dites, comme Éric Ciotti, la France ne veut plus et ne peut plus subir une immigration de masse? Évidemment, non, mais c'est ce que j'ai dit. Stop au laisser-aller migratoire, au chaos migratoire, et on va vous bien dire sûr. Vous faites la courte échelle au RN et à Éric Zemmour. Notre problème, il n'est pas là. Notre problème, c'est l'intérêt national. Intérêt national. Alain Juppé, il était à votre micro dans cette émission la semaine dernière. Il s'interrogeait sur le fait de savoir, je le cite, il y a une forme d'islam, s'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République. Est-ce que vous posez la même question qu'Alain Juppé et qu'est-ce que vous répondez à sa question? Moi, je ne suis pas théologien. J'observe qu'il y a des musulmans qui ont une pratique parfaitement républicaine de leur religion. Et ça, je les respecte profondément. Mais on voit bien que, par ailleurs, l'islam aujourd'hui est travaillé par une formidable radicalisation. Il y a plein d'enquêtes qui ont été faites en France qui montrent par exemple que chez les jeunes, à l'inverse d'ailleurs des jeunes catholiques, protestants, qui eux se sécularisent, et il y a un phénomène inverse notamment pour ces jeunes-là, eh bien je crois que de toute façon il faut justement maintenir les digues. Et la République n'a pas à s'adapter à ces pratiques confessionnelles, c'est l'inverse. C'est eux qui doivent s'adapter à nos valeurs. C'est Juppé qui dit aussi valeurs. Ça, pas ce que vous dites. La religion n'impose pas sa loi dans la sphère publique. Exactement, Aristide Briand et d'autres avaient dit la même chose il y a un siècle. Donc, autre question, le thème de l'immigration, puisqu'on parle de ça, est-ce que pour vous, il sera au centre de la campagne européenne? Forcément. Ouais. Mais forcément, puisque regardez ce qui s'est passé à Lampedusa, on voit bien qu'on est dans un monde qui menace de plus en plus et que parmi les menaces, il y a ces flux migratoires qui sont incontrôlés. Et les Français le sentent. Quand je vous disais qu'en plus de 20 ans, il y avait 20 lois qui n'ont rien changé, pire. Enfin, elles ont été faites depuis Nicolas Sarkozy, voire avant lui. Hein. Oui. Jacques Chirac. Juste, je vais vous dire, j'ai été de ceux qui ont parlé de droit d'inventaire vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Mais juste au moment, et notamment sur les taux d'expulsion, pour les OQTF, on était à 3 fois plus sous Nicolas Sarkozy, 3 fois plus d'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire, qu'il y en a désormais sous Emmanuel Macron. Européenne, puisqu'on parle de ça. C'est François-Xavier Bellamy, votre candidat à la tête de liste? Absolument, ça me paraît être notre candidat naturel, parce qu'il a un formidable bilan. Quand on dit candidat naturel, c'est pas certain. Parce que ça n'est pas aujourd'hui acté, et ça n'est pas décidé. Simplement, je le souhaite, vraiment, parce que, vous savez, les hommes et les femmes politiques
on doit les juger sur un critère. Le premier des critères, est-ce que vous avez des résultats? Et alors? Eh bien, il y a des résultats. Lesquels? Le nucléaire, par exemple. Le travail sur le nucléaire pour intégrer le nucléaire alors que les Allemands ne voulaient pas. La taxe carbone, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement aux frontières. Le fait d'interdire les campagnes islamistes à la Commission européenne. Qui a proposé l'amendement? Et quand on vous dit face à Bardella ou à Marion Maréchal ex-Le Pen, ça va pas être terrible. Il demandera, par exemple, à M. Bardella pourquoi est-ce que son groupe n'a pas voté les crédits qui voulaient renforcer nos gardes-côtes, nos gardes-frontières dans Frontex. Et d'autres sujets aussi, vous voyez. Il connaît bien son sujet, bien les dossiers. Il pourra mettre en contradiction les uns ou les autres. L'unanimité chez vous ou pas? Impossible. Alors là, si vous trouvez quelqu'un aujourd'hui, par les temps qui courent, qui fait... Non, mais je pense qu'il est très respecté. Absolument. Et vous savez, j'étais à Strasbourg, on avait nos journées parlementaires il y a quelques jours. Je me suis déplacé dans le Parlement européen. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit que nous avions une pépite avec lui. Et ça va se décider quand, le choix de la tête de liste? Le plus vite possible, j'espère. Fin novembre, début décembre. Donc ça vient vite. Vous parliez de l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard à Arras il y a 10 jours, parce qu'il faisait tout simplement son métier d'enseignant. La France, est-ce qu'elle a le même ennemi qu'Israël, pardon? Ah, mais bien sûr. Mais attendez, je voudrais simplement rappeler à vos auditeurs quelque chose de factuel. Le professeur, donc Dominique Bernard, professeur de français, qui enseignait dans ce lycée d'Arras, est mort le vendredi 13 octobre. Journée qui avait été déclarée par les fondateurs du parti du Hamas, journée de colère. Bref, du djihad mondial. Voilà. Les deux sont liés. Et je l'ai dit à la tribune du Sénat, nous avons des liens irrévocables avec Israël et le peuple juif, nombreux. Mais nous avons aussi des liens par le sang français versé. Ce sang de ce français, avec les mêmes ennemis, et aussi avec nos 31 compatriotes, et les 9 otages. 35 aujourd'hui déjà, 35. Depuis ce matin j'étais à 31. 35. Ah, c'est 35. terrible. Le plus grand nombre de Français assassinés dans un attentat depuis Nice. Depuis Nice. Et juste de dire aussi que les Arméniens et les chrétiens d'Orient sont les victimes de cette même idéologie islamique qui veut les éradiquer. Mais bien sûr. Moi, vous savez, vous connaissez mon engagement aussi aux côtés de l'Arménie, aux côtés du Haut-Karabakh. Monsieur Aliyev, le président népotique de l'Azerbaïdjan, s'est allié avec Monsieur Erdogan. Et d'ailleurs, j'observe que dans la guerre de 2020, guerre des 44 jours, ils ont envoyé un contingent de djihadistes syriens, 1000 djihadistes syriens qui ont égorgé, etc. Les mêmes méthodes. Et vous savez, deux peuples, le peuple juif et le peuple arménien, qui ont connu des génocides. Premier génocide du siècle, le dernier, le génocide arménien, et ensuite la Shoah. La Shoah. Hein, ça, il faut exactement. Et comment ne pas voir, avec ces images d'horreur, comment ne pas voir, je l'ai dit aussi à la tribune du Sénat, comment ne pas voir dans cette horreur la poursuite de l'entreprise génocidaire là, vous pensez par d'autres moyens. L'horreur du Negev, l'horreur du Hamas. Exactement. Hein, l'horreur du Hamas. Bien sûr. Israël. Et je rappelais que les Tutsis ont été massacrés à l'arme blanche aussi. Et alors, donc, on va en venir justement à cette situation en Israël et à Gaza. D'abord, actualité. Est-ce que vous approuvez la décision d'Emmanuel Macron, je suppose que oui, d'apporter une aide humanitaire à la population civile de Gaza? C'est le rôle de la France quelque part. Bien sûr. D'accord. Personne ne s'y oppose, heureusement. Il a proposé aussi, alors on ne sait pas ce que ça va devenir, le président Macron, de mobiliser une coalition internationale de mobiliser la coalition internationale contre l'État islamique pour lutter contre le Hamas. Et a priori, c'est des échanges de renseignements. Non. C'est une bourde diplomatique. Oui, c'est tout. Il n'en a pas informé Israël avant, il n'en a pas informé les pays européens, il n'a pas informé nos alliés. Comment voulez-vous, alors que le Moyen-Orient, le Proche-Orient est une poudrière, tout à coup arriver avec cette diplomatie du coup de menton? Comment voulez-vous, alors qu'on essaie de faire en sorte de contenir ce conflit et de ne pas l'internationaliser, vouloir internationaliser cette réponse? C'est une bourde diplomatique, malheureusement. Alors, on revient sur ces 3 semaines. Un point d'histoire, Hitler qui avait rédigé Mein Kampf en 1925, en y détaillant son désir d'élimination des Juifs, n'avait pas été pris au sérieux. Et puis, il y a eu la Shoah. Le Hamas, pareil, qui se fixe dans sa charte depuis 1988, la destruction de l'État d'Israël autour d'un récit antisémite, n'a pas été pris au sérieux. Et donc, comment vous expliquez ce déni de la réalité s'agissant du Hamas et des organisations terroristes palestiniennes? Parce que ces organisations, et notamment le Hamas, se sont revêtus de la cause palestinienne. Or, le Hamas, et il ne faut pas confondre les deux, ne porte pas la cause palestinienne. Il la défigure, il la déshumanise, en la talibanisant, en l'islamisant. Et je crois qu'il faut rappeler d'ailleurs que le Hamas
qui est un acronyme. Ça ne veut pas dire mouvement de libération, c'est un mouvement de résistance, mais islamique. Le cheikh Yassine, qui est mort désormais, proclamait, lui, non pas la libération de la Palestine, mais la soumission de la Palestine à la charia. Ils se sont opposés à tous les efforts de paix, y compris aux accords d'Oslo. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que depuis que le Hamas a pris la main sur Gaza, c'est un désastre. 2005. Désastre social, désastre sanitaire, désastre politique. On ne compte plus les arrestations de leurs propres opposants, d'ailleurs, palestiniens, et les tortures. Et exécutions. Hein. Et les sévices derniers, aux homosexuels. Ouais. Donc c'est avec cette engeance-là que les élus des Insoumis de LFI... On va en parler. Il y a une partie de cette émission qui va être consacrée à ça. On reste dans... Guidez-moi. Oui, je ne veux pas sortir de... Non, parce que d'abord, qu'est-ce que vous rôle. considérez comme légitime une riposte d'Israël contre le Hamas? Bien sûr. Hein? Attendez, Israël non pas le droit, mais le devoir. Donc, on précise les choses, 1400 morts, ce qui correspond à l'échelle de la France à 10 000 morts. C'est ce que j'ai entendu, même un peu plus, même. Mais bon, peu importe. Mais les États-Unis, 40 000. Hein. C'est une comptabilité macabre. Mais Israël a le droit de se défendre. Et il en a même le devoir pour éradiquer le Hamas. Et vous comprenez la volonté d'Israël donc d'éradiquer le Hamas et de refuser un cessez-le-feu? Je comprends. Je l'ai dit encore une fois à la tribune du Sénat. Je veux qu'on se tienne aux côtés d'Israël, par tous les liens que j'ai évoqués tout à l'heure, que nous avons avec le peuple juif et la nation israélienne. Mais se tenir auprès d'un ami, c'est être capable de lui dire que une démocratie fait la guerre dans le cadre d'un droit international. Donc et qu'il faut minimiser. C'est ce que dit Emmanuel Macron, justement. Ce qui est normal. Et il faut minimiser. Et ça veut dire quoi, droit international? Il faut minimiser. Le droit international, c'est qu'on doit être prudent vis-à-vis des pertes humaines, parce que nous sommes des démocraties. Moi, je reprends d'ailleurs les mots de Joe Biden. Lorsqu'il est allé, ça a été le premier chef d'État à se rendre en Israël. Qu'a-t-il dit? Il a dit, justice, il a commencé par cela, justice doit être faite, mais ne commettez pas les erreurs que nous avons commises après le 11 septembre. Et on voit d'ailleurs que déjà par la retenue, pour l'instant, il n'y a pas eu d'invasion massive, il n'y a pas eu de précipitation. Je pense qu'Israël écoute ce conseil. Depuis 30 ans, ce que j'observe, c'est qu'aucune guerre, malheureusement, n'a été gagnée sans y avoir de solutions politiques. Les Américains, de solutions politiques, mais ce qui est certain... Les Américains, mais aucune paix ne viendra sans l'éradication du Hamas. Voilà, le Hamas proclame... Mais on est d'accord. On est d'accord. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, regardez les Américains, en Afghanistan, en Irak. Regardez la France au Sahel, en Afrique. 223 otages détenus par le Hamas, dont 9 Français. Le Qatar, visiblement, jouait un rôle pour obtenir la libération des otages français. Ce rôle d'intermédiaire clé du Qatar, est-ce qu'il vous convient? Non, il ne me convient pas. Mais quand on a des otages, on fait le maximum pour les libérer. C'est parce que nous sommes des démocraties que chaque vie compte, chaque vie n'a pas de prix. Je le comprends, mais il y a un rôle, alors d'abord de l'Iran quand même, parlons-en quand même un peu, parce que je n'entends pas beaucoup parler en France. Et il y a eu un rôle néfaste aussi du Qatar, dont on sait parfaitement qu'il finance un certain nombre de ramifications des mouvements islamistes depuis longtemps. Avec ce sommet d'ailleurs à Moscou, c'était jeudi, il y a quelques jours, entre l'Iran, la Russie, la Turquie, le Hamas et la Turquie. Oui. Hein? Bien sûr. L'axe du mal quelque part. Mais il y a un axe en tout cas des régimes qui sont des régimes autoritaires contre les régimes démocratiques. Et il est clair qu'Israël représente aussi ces valeurs démocratiques, de même que Israël représente un mode de vie occidental. Et à travers Israël, ne nous trompons pas, c'est aussi l'Occident que le Hamas vise. Pourquoi je vous parlais du Qatar? Parce qu'on arrive à la discussion budgétaire. Est-ce qu'il faut s'interroger sur les investissements qataris en France et les avantages fiscaux dont bénéficie le Qatar dans le cadre du PLF? Bien sûr. 200 millions par an d'exonération. Bien sûr, oui. Alors il y a plusieurs chiffres. Entre 150 et 200 ça dépend millions. Comment. Oui, peu importe. On ne va pas faire la technique budgétaire aujourd'hui. Mais sur le principe. En tout cas, je pense, moi. Qu'est-ce que vous allez proposer? J'étais favorable à ce qu'on réexamine minutieusement chaque crédit français, notamment qui va en Palestine ou européen. Je ne suis pas favorable pour le gel des crédits humanitaires. Je suis favorable pour le gel des crédits, notamment de développement, pour que aucun euro vraiment n'aille dans les caisses du Hamas. Sur le Qatar, est-ce que vous allez proposer quelque chose dans le On est en train d'étudier. Évidemment, il faut que ça soit fait en lien avec le gouvernement, parce que le Sénat seul ne pourra rien mais faire. ça peut être une proposition, et puis ensuite, oui, bien sûr. Sur les 1400 morts donc, en Israël, il y a eu 35 Français. On parle d'un hommage qui pourrait être rendu par la France à ces victimes du Hamas.
vous y êtes favorable et Bien sûr. qu'est-ce que pourrait être cet hommage? Quelle forme pourrait-il prendre? Vous savez, la civilisation naît avec les rites funéraires. Ouais. Donc je pense que ce temps du recueillement, cet hommage rendu à nos morts, il est fondamental. Simplement, il ne saurait pas suffire. Très bien les hommages, les bougies, les marches silencieuses, ok, les discours. Mais il y a aussi des actes. Et ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques, c'est d'être intraitables. Voilà, pas seulement dans les discours. Intraitable, justement. L'interdiction des manifestations pro-palestiniennes décidée par Gérald Darmanin a été levée par la justice administrative. Vous êtes plutôt du côté du ministre de l'Intérieur ou de celui du tribunal administratif? Je suis... Du ministre de l'Intérieur et des préfets, vous y êtes. Attention, parce que Gérald Darmanin a aussi autorisé une manifestation place de la République il y a quelques jours. On va en parler de Moi, ça, je pense que notre arsenal permet parfaitement d'interdire des manifestations où on entend notamment des cris Allahu Akbar. Oui, mais Allahu Akbar, on l'entend une fois que la manifestation a eu lieu. Et j'allais vous Oui, poser... mais il y a des signes avant-coureurs. Oui, mais donc, plutôt... Mais on ne peut pas avoir... Attendez, on est dans une démocratie, on est dans un état de droit. Donc c'est la justice qui décide. On ne peut pas dire on va interdire toutes les manifestations. Mais les préfets ont à leur main des outils. Et quand il y a une suspicion, ils peuvent l'utiliser. Et après, c'est la justice qui décide. Bien sûr. Et alors, justement, vous parliez de cette manifestation, c'était le 23 octobre. Il y en a eu d'autres depuis. Place de la République, à 2 pas du Bataclan, donc qui a été marqué par... À 500 mètres. Voilà, 500 mètres, ces cris de Allahu Akbar, scandés par les manifestants. On a aussi entendu des slogans Israël assassin, Macron complice, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de l'état de cette France qui manifeste? C'est profondément inquiétant, parce que j'évoquais tout à l'heure les liens du sang par lesquels nous sommes liés avec Israël et le peuple juif, en évoquant nos morts, en évoquant le professeur Dominique Bernard. Toutes ces images nous renvoient à d'autres images insoutenables. Nous, en France, nous connaissons la morsure sanglante du totalitarisme islamiste. Et ce qu'a connu Israël, en réalité, c'est un Bataclan en grand, c'est un Bataclan à l'aube, c'est un Bataclan à ciel ouvert. C'est une centaine de Bataclans. Exactement, un Bataclan en grand, à ciel ouvert. Vous vous rendez compte? Et ça m'a profondément heurté que cette manifestation soit autorisée à quelque part. Mais qu'est-ce que ça dit de cette France qui manifeste? C'était ça la question. Mais ça dit qu'il y a une partie, mais ça dit qu'aujourd'hui, LFI, pour moi, est un vrai danger pour la République. Parce que ces gens-là pactisent avec notre pire ennemi. On va parler de LFI, une question, l'islamisme. non, mais posez la question, qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais parce que c'est pas LFI qui scandait Allahu Akbar. Non, mais le chaos migratoire alimente en flux continu une population massive dont une partie, heureusement, pas la totalité, dont une partie ne veut pas s'assimiler à nos valeurs. Est-ce que la société est malade de l'islamisme politique? Est-ce que c'est un nouveau totalitarisme, l'islamisme politique? C'est un totalitarisme. J'étais très proche de François Fillon qui avait écrit, et j'avais un peu collaboré à ce livre à l'époque en 2016, où il nommait justement le totalitarisme islamiste. Bien sûr. Ces massacres, donc ces pogroms du 7 octobre par le Hamas, n'ont pas suffi, et puis l'enlèvement et la prise en otage de 223 citoyens israéliens ou étrangers n'ont pas suffi à LFI pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et qui le LFI, puisqu'on va parler, vous voyez, de LFI, qui s'évertit à envoyer dos à dos le Hamas Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une incompréhension totale. Je pense que ces propos sont ignobles. Je pense que la difficulté de LFI à caractériser le mouvement que je vous ai décrit tout à l'heure, avec son comportement, y compris avec les Palestiniens, avec ses opposants, c'est un mouvement islamiste, terroriste, et que LFI ait les plus grands mal à le caractériser comme tel, ça montre que ces gens-là ont quitté l'arc républicain. En réalité, pour des calculs bassement électoralistes. Expliquez ce que vous voulez dire. Tout simplement parce qu'ils veulent ménager une base électorale qui est en réalité musulmane, dont une partie, une fois de plus, peut se... comment dirais-je, en tout cas, se trouver séduite. Vous savez ce qu'on va vous dire? On va vous dire qu'en disant ça, vous êtes raciste. Non. J'entends leur réponse, leur commentaire. Je dis simplement que comment expliquer la précaution que LFI met à ne pas utiliser, à ne pas qualifier de terroriste ce mouvement, sans prendre en compte le fait qu'ils ont des visées électoralistes sur l'électorat musulman. Ceci dit, c'est terrible pour eux, parce qu'ils essentialisent les musulmans. Et heureusement qu'une bonne partie des musulmans... Quelque part, c'est une forme de néocolonialisme? En tout cas, c'est une essentialisation. C'est une essentialisation. Daniel Obono qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance.
ça conduit Gérald Darmanin à saisir la justice pour apologie du terrorisme. Il a eu raison? Parfaitement. Hein? Parfaitement. Alors après, on verra ce que va dire la justice. Ça veut dire que LFI, puisque j'entends ce que vous dites, et ces élus sont devenus les idiots utiles, voire les complices du Hamas? Ils sont des idiots utiles, ils sont des islamo-gauchistes. Idiots utiles Ils de sont qui? des islamo-gauchistes, des idiots utiles du totalitarisme islamiste. Totalitarisme islamiste et du Hamas? De tous ces mouvements, qui sont nos ennemis. Est-ce Il que y a en réalité une sorte de connivence, en tout cas, ce manque de netteté dans la condamnation, dans la qualification de ce phénomène est en soi un problème. avec aussi, au passage, quelques déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis qui posent question. Il accuse le CRIF d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien et d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il a aussi affirmé il y a quelque temps qu'Elisabeth Borne, il y a quelques jours, fille de déportés, défendait la position d'un État étranger, c'est-à-dire Israël, s'agissant de Gaza. Le même Mélenchon qui, en décembre 2019, il y a toute une liste comme ça, accusait le grand rabbin d'Angleterre, mais aussi le CRIF et divers réseaux d'influence du Likoud d'être responsables de la défaite de Corbyn. Puis j'ai retrouvé aussi cette déclaration d'Éric Coquerel, 20 octobre 2020 sur Sud Radio, qui avait comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui avec celle des juifs pendant la période nazie. Mais vous avez aussi oublié un point. Ouais. C'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de Yael Bonne-Privé, qui est quand même la présidente, ouais. qui est quand même la présidente de J'allais l'Assemblée vous en parler nationale. après. Ouais. Pour dire que Elle campe à Tel Aviv pour encourager les massacres de l'armée israélienne. Vous vous rendez compte? Mais les massacres, c'est pas Yael Braun-Pivet. Les massacres, c'est le Hamas. Ouais. Mais c'est Qu'est-ce que ça veut vomir. dire? Est-ce que ça veut dire que LFI est en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes? Mais bien sûr, parce que vous connaissez parfaitement, vous connaissez ce mécanisme. C'est sous prétexte, sous le masque de l'antisionisme, se cache l'antisémitisme. Yankelevitch avait une très belle formule. Yankelevitch disait que l'antisionisme, absolument, c'était l'antisémitisme moins, en tout cas sans prendre le risque d'être traité de raciste. Et donc, ça veut dire que LFI est devenu un parti antisémite? En tout cas, c'est un parti qui, pour moi, a quitté l'arc républicain. A quitté l'arc républicain. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu, votre ancien collègue du Sénat, qui était dans votre groupe d'ailleurs, Sébastien Lecornu. Ah non, il n'a jamais été. Il s'est présenté, mais il n'a pas siégé parce qu'il était ministre, donc il a envoyé sa suppléante. Oui, il a été. Si, il a été sénateur. Il était président. Non, il n'a jamais été sénateur. Pardon. Il était président. Une erreur de ma part. Sébastien Lecornu. Du département. Donc, il dit les débordements du parti de Jean-Luc Mélenchon deviennent un problème pour l'image de la France. Ils nous font honte. Il a raison. Totalement. Mais regardez, on parlait de la Vendée tout à l'heure. Ce sont les mêmes qui glorifient M. Robespierre. Voilà. Les nouveaux Robespierre, les filles? Mais bien sûr, bien sûr, ils s'en réclament. Donc ça peut déboucher sur Robespierre est un bourreau, n'est pas un héros. Et Robespierre n'est pas un héros. Ça veut dire que Mélenchon est un bourreau, ça peut déboucher sur la terreur en France? Non, on n'en est pas là. Non, mais en tout cas, ces gens-là se comportent comme les amis de nos ennemis. Et alors, amis de nos ennemis, est-ce qu'il faut craindre une importation du conflit en France? C'est comment? Il est déjà en France. Il est déjà en France, puisque on l'a vu avec, je l'ai expliqué, le professeur. Quand je dis importation du conflit en France, ça veut dire... C'était un jour de colère. Voilà, cette date-là était inscrite dans avec des lettres de sang par le Hamas. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que depuis le début de ce conflit, le 7 octobre, depuis le début des massacres, pas du conflit, des massacres, des pogroms, 600 actes à peu près, 600 actes antisémites ont été recensés en France. Est-ce qu'on redoute aujourd'hui, désormais, c'est une vague d'antisémitisme? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Mais c'est pas une crainte. Vous l'avez qualifié vous-même. Il y a les statistiques. J'entendais le président du CRIF. Nous l'avons reçu avec Gérard Larcher hier, accompagné de ses familles, des otages israéliens. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, une fois de plus, ils ont quitté les rives du caractère républicain d'un mouvement politique normal. Vous parlez de LFI, là? Je parle de LFI. Et vous me posiez la question, rappelez-la moi. Alors, est-ce qu'il faut redouter une vague d'antisémitisme? Bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le laisser-aller migratoire qui a importé ces problèmes-là sur le sol français. C'est terrible. Tout est à cause de l'immigration? Non, tout n'est pas à cause de... Non, parce que on a mis en panne, à cause de ces flux qui sont trop importants, on a mis en panne notre modèle d'assimilation. Mais là aussi, on s'est refusé nous-mêmes à se présenter comme des modèles.
On ne croit pas suffisamment en ce qu'on est. On fait des repentances perpétuelles. Et à force de faire des repentances perpétuelles, on dit à ces jeunes-là qui sont sur le chemin de la sécession, écoutez, attention, la France, elle n'est pas estimable, elle n'est pas aimable. La France est un contre-modèle, c'est un contre-exemple. Moi, je pense qu'il faut que, en même temps, nous, les Français, il faut retrouver cette fierté d'être Français pour pouvoir agréger à notre destin collectif toute cette jeune génération. Puisque je vous entends parler beaucoup de Mélenchon et de LFI, qui est le plus dangereux aujourd'hui? C'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est Marine Le Pen? Je pense que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et les filles représentent pour moi une menace plus importante. Ça veut dire que vous pourriez voter Marine Le Pen? Non, j'ai pas fait, je ferai pas, non. Merci en tout cas Bruno Retailleau d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur RCJ et à dimanche prochain. Merci. Merci.